Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Jean-Yves Casga et toute son équipe pour cette belle organisation au Palais du Pharo, dans une belle ville. Eh bien écoutez, nous allons parler avec mon collègue Dominique Bellepomme d'un sujet important qui est en même temps un sujet premier dans l'histoire de l'humanité, avec beaucoup d'espoir. Mais cet espoir, nous ne pouvons l'avoir vraiment que si nous sommes réalistes, si nous faisons des constats qui s'imposent aujourd'hui. Nous allons commencer par dire qu'il y a trois constats tout à fait incontournables. Nous sommes dans une histoire critique de l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons atteint 6 milliards d'individus sur la planète. C'est la première fois que nous avons été aussi nombreux depuis le début du siècle dans toute l'histoire de l'homme connue. Nous avons commencé à quelques individus, quelques dizaines de milliers d'individus, quelques centaines de milliers, quelques millions pendant plusieurs siècles. Et sur les 10 derniers siècles, nous avons, au cours du dernier d'entre eux, le 20e, que nous avons traversé, tous qui sommes là, nous avons cru de manière exponentielle comme des bactéries dans une soupe, de 1 milliard d'individus à 6 milliards aujourd'hui. Et donc la courbe, elle fait ça et ça au 20e siècle. C'est donc la première fois que nous sommes aussi nombreux sur Terre et que nous avons à gérer notre avenir en mesurant la finitude de notre planète. Et que nous en avons conscience. C'est aussi la première fois que nous avons donc à gérer cette conscience et ce que nous pouvons faire de notre avenir. C'est tout à fait unique dans l'histoire d'une espèce vivante, puisque jusqu'à présent, nous subissions notre milieu, nous le subissons toujours, mais avec un impact qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de l'humanité. C'est mon deuxième point. Nous avons depuis la Deuxième Guerre mondiale, et c'est très nouveau parce que c'est la moitié d'une espérance de vie aujourd'hui. C'est depuis un temps qui n'est qu'une cinquantaine d'années. Nous avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale déversé par centaines de milliers de tonnes, de millions de tonnes pour certains produits, plus de 500 000 produits chimiques dans notre environnement, qui, pour certains d'entre eux, ont des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'années de vie. Ces produits chimiques ont été synthétisés par l'homme pour être stables et, pour beaucoup d'entre eux, relativement toxiques. Si je prends l'exemple des pesticides, les seules substances volontairement disséminées dans l'environnement pour être toxiques, sur un niveau ou un autre de l'écosystème, eh bien, il est logique, comme tout principe actif, tous les médicaments ont des effets secondaires, il est logique qu'ils aient des effets secondaires. Les métaux lourds, les résidus industriels, les PCB, ces isolants électriques que l'on a déversés par centaines de millions de tonnes depuis la Deuxième Guerre mondiale, les dioxines, les furanes, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, toutes ces substances, eh bien, nous ont imbibé la vie. Et ce sera mon troisième point, pas seulement la vie des animaux. On va revenir sur le fait que les crocodiles changent de sexe, les poissons de la Tamise, les poissons de la Seine. Il y a des effets un peu sur la vie animale. Je pense que Nicolas Hulot en a parlé hier avec Jean-Marie Pelt. Il y a des effets sur la vie animale, sur la réduction de la biodiversité, comme jamais dans l'histoire de l'espèce humaine. Vous savez que nous sommes dans la 6e extinction d'espèces, c'est-à-dire que nous avons créé une extinction des espèces qui nous entourent, qui peut être comparable à tout ce que les ères géologiques ont vu dans l'histoire de la Terre si on fait des parallèles. Donc on a atteint à la fois toutes les formes de vie, et ce qui est nouveau, c'est que tous ces résidus chimiques, on les découvre aujourd'hui dans toutes les formes de vie où on les dose pour beaucoup d'entre eux. On ne compte plus les publications qui mesurent ces PCB, ces dioxines, ce DDT, ces insecticides, ces pesticides dans nos tissus. Non seulement dans notre sang, mais dans tous les laits de femmes du monde où on les a dosés. Ça ne veut pas dire que le lait de femme est moins bon que le lait de vache. On en voit aussi, bien sûr, dans le lait de vache. Mais c'est pour vous dire que ça a passé le cycle de la vie. Ça a passé le cycle des écosystèmes.
Nous avons donc pour la première fois trouvé ces résidus non seulement dans le sang, le lait, mais aussi dans les tissus, dans les cellules. Et avec des collègues, nous avons mesuré ces résidus jusque sur nos gènes. Dans les gènes de fœtus humains, on trouve plus de 400 molécules synthétisées par l'homme dans une cellule de fœtus humain normal. On a donc une situation qui est tout à fait première, c'est que ces molécules n'existaient pas, on le sait, il y a 70 ans. Et aujourd'hui, elles nous contaminent. Elles sont faites pour plusieurs d'entre elles pour être toxiques, ou plusieurs d'entre elles ont des effets secondaires toxiques, ou plusieurs d'entre elles sont faites pour être stables chimiquement, parce que ce sont des isolants électriques, des cols, des cires, des encres d'imprimerie, enfin leurs résidus chimiques, et on les retrouve collés sur nos gènes. Certaines d'entre elles ne peuvent que participer à des mutations, on y reviendra, qui favorisent les 3 maladies dont nous allons parler avec Dominique Bellepomme, le cancer, les problèmes immunitaires, les allergies, et aussi les perturbations hormonales, comme la stérilité. Et donc, ces 3 phénomènes sont tout à fait nouveaux dans l'histoire de l'espèce humaine. Nous allons vous parler de cela, et nous allons aussi vous parler de ce que nous pouvons faire au niveau de la gestion des catastrophes sanitaires qui ont eu lieu et que l'on essaye de limiter dans le futur. Par exemple, est-ce que les OGM, les modifications génétiques volontaires, avec les pesticides qui leur sont associés, on va le voir, peuvent participer à de futures catastrophes sanitaires? Comment sont-ils évalués? J'aurai des révélations à vous faire à ce sujet. Alors, je vais peut-être prendre le relais et vous parler des relations entre pollution environnementale et santé. Nous sommes aujourd'hui à la veille nous sommes dans un nouveau paradigme scientifique au niveau de la médecine, comparable par certains points à celui qui existait à la fin du XIXe siècle, du temps de Pasteur. À la fin du XIXe siècle, que pensaient les médecins en général? Ils pensaient, si vous voulez, que les maladies provenaient essentiellement du corps. C'est-à-dire que c'était la théorie des humeurs d'Hippocrate qui était encore là. Tout vient du corps. Et à ce moment-là, on pensait que la génération spontanée existait. Autrement dit, on pensait que les micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, provenaient de la matière inerte. Et il a fallu toute l'énergie de Pasteur pour dire d'une part que la génération spontanée n'existait pas, et il avait ce que j'appelle un certain nombre de tenseurs scientifiques, logiques scientifiques, pour dire que ça n'était pas possible, et par ailleurs pour dire que les maladies provenaient d'un environnement microbien. Or aujourd'hui, c'est presque exactement la même chose. Notre corps médical est engrammé dans une vision purement corporelle de la médecine, organique de la médecine. C'est-à-dire que toute notre médecine aujourd'hui est en train de nous dire que les maladies proviennent du corps ou d'un mauvais fonctionnement du corps lié au mode de vie. Et l'analogie avec le paradigme pasteurien est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart de nos maladies proviennent de l'environnement. Et ça, c'est analogue à ce que disait Pasteur, mais la seule différence, c'est que ça n'est plus l'environnement microbien qui est en cause maintenant, c'est l'environnement physico-chimique. Et donc, c'est pour cela que, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous sommes... Et la grande différence encore avec Pasteur, c'est que du temps de Pasteur, c'était l'environnement naturel, microbien naturel. Aujourd'hui, c'est un environnement physico-chimique artificiel. C'est nous qui créons nos maladies aujourd'hui, tout simplement parce que nous induisons la pollution de notre environnement, cette pollution physico-chimique. Et tout le problème aujourd'hui, si vous voulez, de ce qui concerne cette mise en place de ce nouveau paradigme est de montrer le lien entre environnement et santé. Et ce lien existe de façon claire pour 3 types de maladies. 3 types de maladies graves. Le cancer, la stérilité et les allergies. Je vais vous dire quelques mots pour ces 3 types de maladies. Le cancer. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour savoir que ça reste une maladie grave. Aujourd'hui, nous guérissons 45% des cancers, ce qui n'est pas rien. Mais
55% des malades ne guérissent pas. Pourquoi 45%? C'est tout simplement, il suffit d'analyser les statistiques, l'épidémiologie. Il y a chaque année en France 280 000 nouveaux cas de cancer et 150 000 morts chaque année. Il suffit de faire le rapport et on a 45% de gens qui guérissent, 55% de gens qui ne guérissent pas. Ça, c'est un premier point. Mais quelques figures tout de même. En 20 ans, le nombre de cancers du sein a doublé chez la femme. Le nombre de cancers de la prostate a triplé chez l'homme. On gomme bien sûr les problèmes de démographie, les problèmes d'âge, c'est en taux standardisé. Mais beaucoup plus sérieux. Et ceci vient d'être publié récemment dans le Lancet, qui est une revue internationale médicale qui est l'une des plus importantes, des plus connues. Depuis 20 à 30 ans, en Europe, il y a chaque année qui passe 1% en plus de cancer chez l'enfant. 1% de cancer en plus chez l'enfant depuis 20 à 30 ans. Or, manifestement, ces cancers de l'enfant ne sont pas liés au tabagisme, ne sont pas liés au mode de vie particulier. On sait pertinemment d'ailleurs que c'est la maman, lorsqu'elle est enceinte, qui, par sa pollution, induit indirectement le cancer chez l'enfant. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc vous voyez que là, nous sommes dans le cadre de données scientifiques incontournables actuellement, et que nous sommes maintenant dans le cadre de données nouvelles qui n'ont rien à voir avec ce que l'on pensait il y a 20 ou 30 ans. Et que aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est ce que pense aujourd'hui la Commission européenne. Je vais très souvent aujourd'hui à Bruxelles, et vous savez qu'il va y avoir le programme REACH en question, on va revenir, enfin qui va se voter par les parlementaires. Et aujourd'hui, on peut dire que la prise de conscience, qui est très insuffisante dans notre pays, est dans le bon sens au niveau de la Commission européenne. J'en reviendrai tout à l'heure. Deuxième type de maladie, l'infertilité. 15% des couples sont stériles en Europe. La moitié, c'est la femme qui est en cause. L'autre moitié, ce sont les hommes. Les stérilités masculines étaient infimes, infinitésimales après la dernière guerre. Elles sont croissantes. Il y a une méta-analyse danoise qui montre qu'il y a, dans certaines régions industrialisées ou polluées par des pesticides, 1% chaque année de diminution de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme. Autrement dit, dans certaines régions, les spermatozoïdes de certains adultes jeunes sont la moitié de ce qu'ils devraient être. Ce lien, en particulier entre pesticides et infertilité, est maintenant absolument démontré scientifiquement, notamment par une étude californienne et par une autre étude qui a été faite en Argentine. Il est incontournable. Et j'en rajoute une troisième étude qui vient d'être faite en Belgique par le professeur Kommer. Là, ça pose un problème. Alors les gens qui vous diront que tout va bien dans le meilleur des mondes parce que notre espérance de vie augmente, c'est vrai. Depuis un certain nombre d'années, chaque année qui passe, on a 3 mois de plus en espérance de vie. Enfin, pour la première fois en 2003, la canicule a fait diminuer les choses. Ça a diminué, mais très peu. Bon, toujours est-il que, globalement, on aura plusieurs centaines de milliers de centenaires dans les années qui viennent. Et là, si vous voulez, c'est souvent l'argument qui est dit pour que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais à cela, qu'est-ce qu'il faut dire et répondre? C'est qu'en taux de natalité, l'Europe est un pays vieillissant. Nous sommes champions d'Europe, la France, championne d'Europe, avec 1,9 enfants par femme. Bravo. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, ou nous le ferons presque, mais pas tout à fait, renouveler la population telle que, française actuelle. Mais si vous prenez l'Allemagne, c'est 1,6 enfants par femme. Bonjour les dégâts, il est prévu 5 à 6 millions d'Allemands en moins dans les 10 à 15 années qui viennent. Donc cela vous explique que l'Allemagne est tout à fait d'accord pour que la Turquie rentre dans l'Europe, parce que ça fera de la main-d'œuvre à bon prix. Mais si vous prenez maintenant l'Espagne ou le Portugal, Espagne 1,3 enfants par femme et Portugal 1,1 enfants par femme. Cela veut dire quoi? Dans 10, 15, 20 ans, la moitié en moins de la population portugaise. Alors on vous dira, ben oui, mais tout ça c'est lié peut-être à des facteurs socio-économiques. Les femmes ne font pas suffisamment d'enfants, il y a la pilule, etc., etc. Oh oui, mais d'accord, mais la stérilité masculine.
quand on sait pertinemment qu'elle est liée maintenant à la pollution chimique. Voilà le deuxième type de maladie qui est excessivement sérieux actuellement. Nous sommes un pays décadent au niveau de la natalité, comparé bien sûr à des pays tels que le Moyen-Orient ou autres, où le taux de natalité est de 3 à 6. Troisième groupe de maladies, les allergies. 20% de Français sont allergiques, ce qui fait 12 millions de nos concitoyens allergiques aujourd'hui. L'allergie, c'est quoi? C'est tout simplement, si vous voulez, au début, on n'y prend pas garde, un petit rhume des foins, etc., le nez qui coule un petit peu, bon. Puis après, il arrive un peu d'urticaire, un petit bouton par-ci, par-là, etc. Et puis, finalement, au bout de 10 à 15 ans, ça finit par donner de l'asthme, un véritable asthme. Or, aujourd'hui, si vous voulez, ça, c'est ce qui se passe globalement pour ces 20% de Français. Or, aujourd'hui, c'est même plus à ce niveau-là que ça se passe, c'est chez l'enfant. En Europe, 1 enfant sur 7 est asthmatique. 1 enfant sur 7 est asthmatique. Ce ne sont pas mes données personnelles, ce sont les données officielles de la Commission européenne qui ont justifié le 24 juin dernier un congrès européen, la conférence européenne de Budapest, réunissant tous les États membres de l'Europe. Or, tous les ministres de l'environnement, tous les ministres de la santé, ou les ministres de la santé de ces différents États membres étaient présents. Une seule exception. Devinez laquelle? Vous avez compris. Donc, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui avec un nouveau paradigme scientifico-médical. Autrement dit, nos maladies d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Hier, elles étaient naturelles. Aujourd'hui, elles sont artificielles. Hier, elles étaient microbiennes. Aujourd'hui, elles sont essentiellement, pas exclusivement, bien sûr, d'origine physico-chimique. Et c'est là le problème, car du temps de Pasteur, une pollution, un environnement naturel ne posait pas trop de problèmes au niveau sociétal, parce que ça ne concernait que la médecine en général, l'hygiène encore de façon plus large, la santé en général, si vous voulez. Or, aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus difficile à aborder, car il est sociétal, puisque c'est nous, notre société, nos sociétés, qui induisons les maladies. D'où la difficulté, d'où le fait qu'il y a des intérêts contradictoires à juguler, d'où la difficulté à faire passer le message, et ce message ne pourra passer que si nous tous, en tant que citoyens, nous nous mobilisons. Car il faut cette force de la société civile pour que, d'une part, les études scientifiques correctes soient faites, et d'autre part, qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises à la hauteur de l'enjeu. Voilà ce que je voulais dire pour ce qui est de la santé. Alors, donc la stérilité n'est qu'un indicateur, puisque si l'on sait que les hommes en moyenne dans les pays industrialisés ont perdu 50% de leurs spermatozoïdes en 50 ans, à peu près 1% par an, eh bien, et aujourd'hui c'est admis par les spécialistes qu'il y a cette baisse de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes dans le sperme, pas seulement dans l'espèce humaine, dans beaucoup d'autres espèces animales, eh bien, on se rend compte aussi qu'il y a une augmentation faramineuse des cancers du testicule, de la cryptorchidie, c'est-à-dire des testicules qui restent rentrés dans l'abdomen pour les enfants nouveau-nés, des malformations congénitales, des intersexes, des sexes mal formés à la naissance. Et mon collègue Charles Sultan, endocrinologue pédiatre au CHU de Montpellier, fait ce rapprochement entre les malformations du nouveau-né et les pesticides. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne s'en rend-on pas mieux compte? Pourquoi les médias n'en font pas davantage cas? Pourquoi n'en fait-on pas des priorités? Bien sûr, ici et là, vous entendez des voix. On va parler de l'appel de Paris que nous avons promu dernièrement à l'UNESCO, dont Dominique Bellepomme était l'initiateur. Mais il y a ce fait que c'est le paradoxe des pots de fleurs et des pots de chambre. Vous savez qu'au XIXe siècle, on mettait les pots de chambre sur les fenêtres, n'est-ce pas? On jetait les pots de chambre par la fenêtre. Au XVIe, XVIIe siècle, on n'avait pas de sanitaire, ça partait dans la rue et on répandait la peste et le choléra. Il y avait de grandes épidémies. On n'avait pas compris le problème des microbes sur la santé. Et puis est venu, comme on l'a dit, Pasteur, avec l'hygiène microbienne, le tout à l'égout, les antibiotiques, la stérilisation, l'eau, tout cela s'est développé en même temps.
c'était l'histoire du XXe siècle. Et on a focalisé sur le problème des microbes. Et on a mis des pots de fleurs sur nos fenêtres, au lieu de mettre des pots de chambre. Et on a géré le problème des microbes, ça a fait augmenter cette espérance de vie que nous avons aujourd'hui. Mais l'espérance de vie des enfants qui naissent aujourd'hui, avec ces malformations, ces problèmes immunitaires, ces problèmes sur la reproduction, eh bien, elle est certainement moins grande que celle des gens qui sont nés dans un milieu plus sain chimiquement. Même si on arrive à beaucoup mieux, et c'est un coup de chapeau à notre médecine traditionnelle, gérer eh bien, les accidents autour des nouveau-nés et gérer, même si on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, les fins de vie. Beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, mais quand même, on arrive à s'occuper des personnes âgées aujourd'hui. Donc, on est aveugle de ce qui se passe avec les produits chimiques pour 3 raisons. En fait, parce que on ne peut pas faire des études épidémiologiques avec les produits chimiques comme on en fait avec les microbes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences fondamentales. Les microbes, ils se multiplient très vite. Ils se multiplient très vite dans le sang. On peut faire, vous savez, on vous a tous fait des analyses de sang ou d'urine. On fait développer les bactéries dans ces boîtes de culture et on voit les colonies en une nuit. On peut vous dire si elles sont résistantes à tel ou tel antibiotique en rajoutant des antibiotiques avec. On peut vous dire de quoi il s'agit comme infection, etc. Mais par contre, un polluant, première différence fondamentale, il ne va pas se multiplier rapidement. Il va au contraire s'accumuler lentement dans l'organisme si, par exemple, c'est un PCB, du DTT, un pesticide, des dioxines, des métaux lourds, etc. Deuxièmement, eh bien, il y a généralement pour les microbes une spécificité d'organe, c'est-à-dire que les microbes vont vers un organe précis. On connaît tous le virus de la grippe, qui va vers les voies respiratoires supérieures, la bactérie qui va vous donner l'amibe, qui va vous donner la dysenterie, qui va vers l'intestin. On connaît tous les problèmes de peau dus à certains microbes ou alors à certains champignons. Donc, les microbes ont une spécificité d'organes. Les polluants, eux, non. Ils vont être des empoisonneurs à bas bruit qui s'infiltrent jusque dans nos gènes et dans tous les organes. Ils vont faire craquer l'organisme par là où il est fragile. Et on va avoir une... Alors, il y a quelques organes qui les accumulent plus que d'autres, comme la thyroïde. C'est pour ça que les maladies de la thyroïde augmentent, d'ailleurs. Il y a la graisse qui les accumule aussi. Mais sinon, les polluants vont dans tous les organes et vont être en fait des empoisonneurs à bas bruit des fonctions cellulaires, des communications entre les cellules. C'est pour ça que les maladies des perturbateurs hormonaux augmentent, comme la stérilité, comme les malformations sexuelles ou le cancer du sein ou de la prostate. Et troisième phénomène, il y a ce fait que, dû à leur accumulation lente, les polluants ont des effets qu'à très long terme. Il peut y avoir, Dominique, 20 à 40 ans entre l'initiation d'un cancer et le moment où le médecin le détecte à la clinique. Oui, ce que je voudrais dire là, en complément de ce que vient de nous dire Gilles-Éric Serralini, c'est que ces polluants chimiques ont pour propriété majeure, comme Gilles-Éric Serralini l'a dit, de s'accumuler dans le tissu graisseux. Bon. Et de là, le sein, par exemple. Comment ? Le sein, par exemple. Le sein, par exemple, mais aussi le cerveau. Le cerveau, tout à fait. Et donc, si vous voulez, de là, ils vont être relargués à petite dose en permanence dans l'organisme par l'intermédiaire du sang. Et donc, aller créer leur toxicité, si j'ose dire, à bas bruit, au niveau de l'organisme, mais aussi au niveau du fœtus, puisque ça passe la barrière placentaire, et donc quand la maman est enceinte, elle contamine involontairement le fœtus, son enfant. Ça passe, bien sûr. Ça passe la barrière placentaire. Et par ailleurs, si vous voulez, l'enfant se contamine une deuxième fois par le lait. Étant donné que le lait, il y a beaucoup de graisse, ces produits chimiques passent dans le lait également, et donc la maman contamine son enfant lorsqu'elle l'allaite. Alors je vous dis tout de suite, il faut allaiter, parce qu'il y a plus de bénéfices à allaiter, même encore maintenant, que de ne pas allaiter. Parce qu'en allaitant, on renforce les défenses immunitaires du bébé, et par ailleurs, la maman se protège contre l'apparition d'un cancer, en particulier d'un cancer du sein. Donc il faut conserver l'allaitement. Mais il n'empêche qu'elle contamine son fœtus. Et c'est pour ceci que Gilles-Éric Serralini disait au début qu'il avait décelé
400 molécules toxiques possibles chez l'enfant, c'est bien ça? Dans les cellules de fœtus humains. Dans les cellules de fœtus humains, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, tous nos enfants sont contaminés pendant la grossesse et à la naissance. Et ceci est ennuyeux parce que ça explique l'apparition d'une part de cancer chez l'enfant, probablement, mais aussi... En progression dans tous les pays industrialisés. En progression dans tous les pays industrialisés, c'est 1% pour l'Europe, globalement chaque année. Bon. Et leucémies ont doublé depuis ces 20 dernières années en France, par exemple. Et les cancers du cerveau chez l'enfant. Et tumeurs cérébrales également, tout à fait, oui. Et, si vous voulez, mais non seulement des maladies type cancer, mais également des malformations congénitales. Donc on a parlé avec le lien malformation congénitale, cancer du testicule pendant l'adolescence ou malformation congénitale, infertilité ultérieurement. Et aussi des maladies du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau. Il vient d'être démontré de façon tout à fait claire aujourd'hui qu'en Californie, que dans certaines régions qui utilisaient des pesticides en grande quantité, le coefficient intellectuel des enfants d'agriculteurs était inférieur par rapport au reste de la population. Il y a les problèmes aussi d'instabilité, les problèmes nerveux. Voilà. Et vous avez des maladies, par exemple, telles que la maladie de Parkinson, vous savez, celle du pape, qui survient maintenant, qu'on connaît bien quand elle survient à 50, 60, 70 ans, etc., comme le pape, mais aujourd'hui, ça survient à 35 ans. Et on sait qu'il y a un lien indiscutable, ou tout au moins épidémiologique, démontré avec les pesticides et probablement au niveau de la toxicologie. Donc, pour revenir à l'enfant, l'enfant se contamine encore lorsqu'il joue à quatre pattes, si vous voulez. Donc, il s'est déjà contaminé dans le ventre de sa mère, il s'est contaminé au moment de l'allaitement, il se contamine à quatre pattes quand il respire les poussières qui sont au sol. Parce que ces poussières, et ceci c'est très important, les poussières véhiculent les molécules chimiques. Ça, on le voit au microscope aujourd'hui. Les pollens aussi. On va tout à fait y revenir. Bon. Alors, l'enfant qui joue à quatre pattes, il se contamine beaucoup plus parce que ces poussières sont en suspension dans l'air et elles agrègent les polluants chimiques. Et en plus, il se contamine d'autant plus que l'enfant respire une quantité d'air beaucoup plus importante que l'adulte lorsqu'on rapporte cette quantité d'air au poids du corps. Et de la même façon, il boit une quantité d'eau beaucoup plus importante qu'un adulte lorsqu'on compare au poids. Donc, si vous voulez, l'enfant est la cible de notre contamination actuelle. Et il est la personne la plus vulnérable de notre société, et ceci est essentiel à considérer actuellement. Or, toutes nos normes toxicologiques réglementaires internationales sont adaptées à la physiologie de l'adulte, pas à celle de l'enfant. Et il faut certainement revoir tout ceci, adapté à l'enfant, car c'est le plus vulnérable. C'est un des éléments de l'appel de Paris, des éléments de modification à faire, de mesures à prendre. Et si vous voulez, l'enfant, pourquoi il est vulnérable? Parce que d'une part, pour faire un cancer, il ne lui faut pas 3, 6, 8 mutations comme chez un adulte. Il lui faut 2 mutations, en particulier pour faire une leucémie. 2 mutations suffisent pour faire une leucémie. Il y en a une, il en suffit d'autres. S'il a déjà une mutation, et si, par exemple, la pollution chimique lui apporte une mutation en plus, il va faire ça aussi. Alors, c'est des mutations sur des gènes cruciaux et particuliers, mais on a l'air catastrophiste comme ça. Moi, je voudrais... Attends, oui, vas-y. Vas-y. Je voudrais juste revenir sur une chose. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a des solutions à tout ça. Et qu'on est, comme on l'a dit, dans une situation avant Pasteur et qu'on doit inventer l'hygiène chimique du XXIe siècle. Donc, il y a sûrement une médecine de détoxification à stimuler. Heureusement, on a beaucoup d'enzymes dans notre foie, dans notre rein, dans nos organes, qui n'ont d'autre cesse que de détoxifier notre organisme et qu'on pourrait apprendre à stimuler, et qui se font souvent déborder par cette pollution chimique que nous créons. On doit aussi faire attention à notre environnement, comme des festivals comme celui-ci essayent de le dire, en arrêtant de considérer que les pots de chambre, eh bien maintenant, c'est les pots de chambre chimiques invisibles que nous déversons par les fenêtres parce qu'on croit que le monde est infini et qu'on fait exactement comme on faisait au XIXe siècle, mais plus avec les immondices et nos fesses et nos urines, mais on fait ça avec nos résidus chimiques aujourd'hui, même si on le fait de moins en moins pour les voitures, pour les usines, etc.
Mais on le fait quand même de plus en plus en nombre sur la Terre. Et puis, il y a au cœur de tout cela l'expertise scientifique. Si on ne se rend pas compte aujourd'hui qu'on a des problèmes en épidémiologie, qu'il y a débat, c'est aussi parce qu'il y a ces différences qu'on a vues entre les polluants, les produits chimiques et les bactéries. Mais c'est aussi parce qu'il y a des malversations, parce qu'il y a des problèmes d'honnêteté, et c'est aussi, je vais vous raconter, je vais repasser la parole à Dominique, mais je vais vous raconter, pour terminer, avant les questions, le cas qui s'est passé avec les OGM et les pesticides. C'est très important, oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais tout simplement dire que je reviens sur le... Bien sûr, nous allons tous les deux passer à l'espoir. Nous sommes dans l'état des lieux. Et cet état des lieux, il est quelque part assez effrayant. C'est vrai, d'ailleurs, le titre là, c'est catastrophique. Bon, catastrophe sanitaire. Donc, si vous voulez, nous allons aller à l'espoir, c'est évident. On ne peut pas rester sur cet état des lieux aussi catastrophique. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une donnée au niveau de la santé à retenir aujourd'hui, c'est que c'est l'enfant. L'enfance est en danger. C'était d'ailleurs le thème de la conférence du 24 juin dernier de Budapest. L'enfance est en danger. C'est un thème qui est repris par la Commission européenne aujourd'hui. Il est en danger pour les maladies que j'ai parlé, pas tellement les cancers, parce qu'on arrive à les guérir, la plupart des cancers de l'enfant. Mais, si vous voulez, c'est surtout sur les problèmes de malformation, d'infertilité actuelle, de stérilité, sur les problèmes d'asthme, etc. Donc ça, c'est la situation immédiate. Et bien sûr, il y a des mesures à prendre. Et on va les revoir tout à l'heure. Par ailleurs, si vous voulez, je voudrais tout de même dire un mot avant qu'on aborde le problème des OGM et l'espoir avec les mesures à prendre. Je voudrais vous dire que ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et vous avez dû avoir d'autres séances, ou vous aurez d'autres séances concernant, ça se réchauffe, comme il est dit, l'effet de serre. Or aujourd'hui, si vous voulez, l'effet de serre, beaucoup de gens en parlent, très peu de médecins en parlent, très peu de biologistes en parlent. Parce qu'on conçoit le phénomène au niveau physico-chimique, c'est-à-dire que, et géologique. L'eau va augmenter, le climat va se détraquer, ça tout le monde est d'accord là-dessus, l'eau va augmenter, il y a donc d'à peu près 1 mètre dans le siècle qui vient, la température moyenne de la Terre va être de 3 degrés en plus pendant le siècle qui vient, nous sommes déjà dans l'effet de serre, canicule oblige. Donc, si vous voulez, il va y avoir donc des répercussions lentes, mais certaines, inéluctables, qui vont se faire progressivement de génération en génération, sans que nous, qui serons peut-être morts, qui serons morts avant que tout apparaisse, nous ne puissions pas voir ce qui va arriver. Et ce sont nos enfants, petits-enfants, qui vont avoir à appréhender ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez. Mais ce qu'on oublie, c'est souvent, on voit les conséquences géographiques. Regardez les Pays-Bas. 1/3 des Pays-Bas sont sous le niveau de la mer. Bonjour les dégâts, quand il va y avoir, dans le siècle qui vient, 1 mètre en plus d'augmentation. Et 80% de la population mondiale est près des eaux. 80% de la population mondiale est près des eaux. Ou des fleuves. Alors, on voit aussi les modifications de la flore et de la faune. Fonte des glaciers, modification climatique, il est évident que la flore et la faune vont se modifier. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les conséquences sanitaires. Et là, ce sont probablement de véritables catastrophes sanitaires. Pourquoi? Parce que les parasites, les microbes, ils sont intégrés dans un environnement. Or, il est très facile de prévoir ce qui risque de nous arriver dans 50 ans ou un peu plus. Voyons ce qui se passe aujourd'hui dans l'hémisphère sud. Les parasites et les microbes existants aujourd'hui dans l'hémisphère sud, compte tenu de l'augmentation de la température moyenne de la Terre, vont forcément accroître leur niche écologique pour venir dans notre hémisphère nord. Nous verrons des maladies microbiennes réapparaître, le paludisme bien sûr, mais beaucoup d'autres maladies dans les années qui viennent. Et là, le véritable problème, c'est que est-ce que la médecine que nous aurons alors sera capable d'éradiquer ces maladies comme elle l'a fait du temps de Pasteur? On peut en douter. Si nous prenons par exemple le paludisme dans le monde, vous avez 400 millions à 500 millions de gens qui sont atteints de paludisme, et chaque année qui passe, 5 à 10 millions de gens qui meurent du paludisme.
tout simplement parce que le moustique est devenu résistant à nos pesticides. Et d'ailleurs, je vais faire la transition très rapide parce que l'un des meilleurs moyens pour créer des résistances à ces insectes, c'est de faire des OGM, mais ça, le professeur Seralini va vous en parler. Et par ailleurs, le parasite lui-même est devenu résistant à nos traitements. Donc on a une double résistance. L'anophèle, le moustique, transmet le paludisme, et puis quand le parasite est dans l'organisme, on n'a plus de traitement qui marche. Donc vous voyez que l'on a aussi une autre idée essentielle. Ne croyons pas que notre médecine sera omnipuissante et que, si vous voulez, nous arriverons toujours à faire des progrès comme on l'a fait depuis le XIXe siècle. Et d'ailleurs, Gilles-Éric Seralini me disait, avant cette séance, me disait, je suis dans le domaine des finitudes de la planète, mais finitude aussi au niveau, je peux le dire, je ne sais pas si c'est ce que tu penses au niveau de la science dans certains domaines, en tout cas de la médecine, c'est, à mon avis, moi c'est ce que je pense. Donc, nous devons économiser les ressources de la nature à tous les niveaux, bien sûr. Le pétrole va s'épuiser, l'uranium va s'épuiser dans les 50 ans qui viennent. Mais, si vous voulez, pour ce qui est de la médecine, il y a 15 ans, 20 ans, lorsque j'étais plus jeune médecin, etc., bon, chaque année qui passait, les laboratoires pharmaceutiques nous montraient qu'ils avaient découvert un nouvel antibiotique. C'était la période d'une richesse extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un antibiotique découvert tous les 5 ans et encore. Donc, vous voyez on est au niveau des médicaments, au niveau des antibiotiques notamment, nous avons mangé notre pain blanc. Nous avons déjà pris tout ce qu'on pouvait prendre au niveau de la nature. J'étais avec un très bon microbiologiste, Jean-Claude Pécher, il y a quelque temps à Genève, et c'est ce que pensent aujourd'hui les microbiologistes. Et on a sélectionné de plus en plus de bactéries résistantes. Et on sélectionne des bactéries de plus en plus résistantes. Je passe la parole pour envoyer peut-être sur les OGM, parce que c'est un problème important aussi. Oui. En fait, nous vous disons là qu'il faut réagir et que nous en avons les moyens aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Tous ces pesticides, tous ces produits industriels, tous ces résidus que nous avons déversés, eh bien, nous ne savons pas quels sont leurs effets combinés, nous ne savons pas bien quels sont leurs effets à long terme, sauf que ce sont des empoisonneurs à bas bruit de nos fonctions cellulaires. Mais il y a un double discours là. Soit on va gérer, c'est-à-dire arrêter d'abord de considérer notre environnement et nos corps comme des poubelles, soit on va améliorer la détoxification et inventer, de ce point de vue, peut-être une médecine plus respectueuse de l'ensemble du corps et qui arrête de disséquer organe par organe quand elle analyse. Soit on va dire, comme les grandes multinationales, écoutez, il y a beaucoup de pesticides, d'ailleurs c'est nous qui les avons vendus, les 8 plus grands vendeurs de pesticides sont identifiés dans le monde, et maintenant, pour réduire les pesticides, on va inventer les OGM. Alors qu'est-ce que c'est les OGM ? Si vous ouvrez votre Larousse, depuis 2 ans, vous avez la définition organismes génétiquement modifiés, donc des organismes nouveaux. Là aussi, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Organismes complètement nouveaux pour lesquels on a inséré un petit morceau de patrimoine héréditaire artificiel qui est une composition, un véritable Lego, qui peut venir d'un chien, d'une bactérie, d'un virus, d'un homme, et qui va se fourrer dans le patrimoine héréditaire d'une plante, puisque la plupart des OGM qui sont diffusés dans l'environnement aujourd'hui sont des plantes. On reviendra peut-être pourquoi dans les questions. Et on invente ça et on dit que ça va être pour réduire les pesticides. Alors il y a beaucoup de gens qui le croient parce qu'on fait des plateformes entières de communication là-dessus. Et c'est là un peu que l'expertise scientifique se fourvoie. Regardons les choses comme elles sont. Les statistiques 2004 viennent de sortir, nous sommes début 2005. Et sur toute l'année 2004, ça fait 20 ans qu'on a inventé les premiers OGM, les premiers organismes génétiquement modifiés volontairement diffusés dans l'environnement, les plantes. Et qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, 100% de ces OGM sont soit pour les 3/4 des plantes qui vont être faites pour pouvoir vivre en présence de désherbants et donc absorber ces désherbants sans mourir, et 1/4 va être constitué de plantes qui sont là pour produire un insecticide tout au long de leur vie. Or,
Un désherbant, c'est un herbicide, un insecticide, c'est un pesticide, un insecticide, c'est aussi un pesticide. Donc ce sont des plantes qui vont contenir des résidus de pesticides dans leur tissu, plus que la normale. Si vous prenez une des cellules du soja tolérant au Roundup, eh bien, il va pouvoir tolérer 100 000 fois la dose qu'il aurait fait crever avant. Donc, on a créé un système où, en fait, les résidus de pesticides vont davantage entrer dans notre alimentation. Et Charles Benbrook, un observateur qui est un ancien secrétaire national de l'Académie des sciences chargé de l'agriculture aux États-Unis, a indiqué récemment que l'augmentation de pesticides sur OGM avait augmenté de 35 000 tonnes par rapport à, depuis 2000 aux États-Unis, par rapport à des plantes normales, tout simplement parce que des plantes insensibles à ces désherbants se sont développées. Donc nous voilà dans un système où 100% des OGM développés dans le monde sont des plantes à pesticides, soit pour les absorber sans mourir, soit pour en produire, et où on raconte qu'on va diminuer ainsi les pesticides. Tout simplement par un peu de manipulation, parce que, en fait, on va effectivement diminuer les pesticides qu'on va mettre sur la plante dans un premier temps, mais soit la plante elle en produit, soit elle va en absorber, elle va absorber le pesticide principal qu'on va mettre sur le champ, le Roundup. C'est un cas d'abord de manipulation de l'information, où 100% des plantes sont faites pour, en fait, commercialiser les pesticides de ces firmes et vont les contenir. Et en même temps, c'est un cas de manipulation de l'expertise scientifique. Je vous avais promis quelques révélations. Vous connaissez le CRIGEN, le Comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, dont je m'occupe du conseil scientifique. Corinne Lepage, sa présidente, viendra demain. Et nous avons passé plus d'un an à essayer de rendre publics les procès-verbaux des commissions officielles qui s'occupent d'évaluer ces OGM. Et quand nous les avons rendus publics, grâce à la commission d'accès aux documents administratifs, grâce à des actions juridiques, nous avons pu dire ce que nous savions, parce que plusieurs d'entre nous avaient fait partie de ces commissions et nous étions tenus par le secret professionnel. Nous avons pu dire ce que nous savions, c'est-à-dire que ces commissions admettaient que les tests réalisés par les grandes compagnies, Monsanto par exemple, mais d'autres, qui avaient été faits sur les OGM. Et pour la première fois, on en avait donné à manger à des rats pendant 3 mois pour les premiers OGM commercialisés depuis 2000, alors qu'on les commercialisait depuis 1996. Eh bien, ces tests révélaient des effets sur la santé, et notamment des effets sur le taux de sucre, des effets sur le taux de globules blancs, sur le taux de globules rouges, des effets sur les lésions rénales, le poids des reins, etc. On n'a pas recommencé ces expériences du tout. Mais des experts ont dit, et à commencer par les experts de Monsanto eux-mêmes, voilà, on ne peut pas truquer ces résultats, parce que sinon, si on s'en rendait compte, évidemment, ce serait la firme entière qui coulerait. Mais c'est des résultats qui n'ont pas de signification pathologique. Alors on leur a demandé pourquoi, et ils ont dit, ben voilà, c'est pas la même chose chez les mâles et chez les femelles, il n'y a pas d'effet proportionnel à la dose reçue, et puis quand on crée un groupe de rats qu'on appelle référence, qui sont tous les rats normaux du laboratoire, au lieu de comparer les groupes 20 à 20, on va comparer à 400 ou à 4000, alors les effets sont beaucoup plus dans la variabilité. Donc ça, c'est en quelque sorte malhonnête par rapport à ce qu'on fait habituellement en science. Et certains experts ont signé ce raisonnement. On était d'accord avec ce raisonnement. Il faut vous dire que nous sommes tous approchés par ces firmes, et il faut vous dire aussi que dans le monde de l'expertise des biotechnologies, il y a essentiellement des biotechnologistes qui prêchent pour leur chapelle. Donc il y a un a priori très très favorable, indépendamment des compromissions. Et puis aussi, il faut le dire, soyons honnêtes, un manque de compétences. Quand on demande à des biotechnologistes les risques sur l'environnement ou la santé, ce n'est pas les plus adéquats pour répondre. Et donc, il y a par exemple qu'un toxicologue et encore dans la commission. Il y a un environnementaliste et encore sur 18. Donc, on a eu pour au moins 4 OGM importants, et aujourd'hui on a rendu public sur le site du CRIGEN, et il y a eu 2 pages entières dans Le Monde, le 23 avril 2004 et le 14 ou le 15 décembre 2004, 2 pages entières pour révéler cela. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces effets étaient oblitérés, comme dans le cas de l'amiante, comme dans le cas de la vache folle, comme dans le cas du sang contaminé,
Et ces effets étaient oblitérés intentionnellement par certains. Alors qu'il aurait été très simple de recommencer. Mais pourquoi alors ne recommence-t-on pas ces expériences? Pourquoi tergiverse-t-on autour d'effets effectivement significatifs que finalement on dit ne pas avoir d'importance? Eh bien, tout simplement parce que si on recommençait, si on systématisait ces expériences, si on les rendait obligatoires, les OGM ne seraient pas rentables. Parce que ça coûte cher de mettre un nouveau médicament, un nouveau produit phytosanitaire sur le marché, à cause de la directive REACH qui progresse, à cause d'un certain nombre de contrôles que des scientifiques comme nous demandent sur les effets hormonaux, les effets sur le système immunitaire, le cancer. Et donc on se heurte à une intelligentsia qui profite d'un système de mise en place de produits chimiques qui est éculé, qui est vieilli, qui est vieillot, qui ne tient pas compte des effets combinés, des effets à long terme, des effets sur les maladies dont nous venons de vous parler. Et cette intelligentsia qui, quelquefois, croit tout simplement en ce qu'elle dit, quelquefois est débordée dans ses compétences, et quelquefois est un petit peu malhonnête, il faut bien le dire, parce que c'est comme dans le monde de la drogue, comme dans le monde du sport, comme dans le monde des médicaments, il y a des compromissions, comme dans le monde de la politique. Tout le monde n'est pas évidemment vendu, mais dans des postes clés, quelquefois, eh bien, on peut en trouver. Et tout cela fait qu'on ne recommence pas, on ne traite pas cela comme un dossier scientifique normal. Alors notre prochain objectif au CRIGEN, c'est de rendre non seulement les discussions autour de ces tests publics, ce que nous avons fait, les discussions des commissions officielles, mais c'est de rendre ces tests publics eux-mêmes, pour les montrer à la face de la communauté scientifique, pour dire, vous voyez, la compagnie admet qu'il y a des effets significatifs, avec une pauvreté dans ses calculs scientifiques de significativité, mais elle admet qu'il y a ces effets et elle ne veut pas recommencer. Elle dit que, pour des raisons qui sont peu claires, ces effets n'ont pas de conséquences sur la santé. Donc on est dans un système qui, à la fois, se bouche les yeux, et en même temps, il y a des malhonnêtetés qui maintiennent l'ancien paradigme. C'est pour ça aussi qu'on vient vous voir, c'est pour ça qu'on prend de notre temps sur notre travail, pour dire qu'il y a urgence à changer de système, mais aussi urgence à s'en rendre compte, et finalement, urgence à lever les anciens rois. Alors, on passe aux questions. Non, je voudrais encore dire quelques petites choses. Très rapidement, je voudrais dire qu'effectivement, comme vous l'a dit M. Gilles Serralini, nous jouons avec les OGM, c'est un très bon exemple, à l'apprenti sorcier, et que nous ouvrons la boîte de Pandore au niveau de la génétique, alors que par ailleurs, nous polluons notre environnement et que ça retentit sur notre santé. Donc nous sommes complètement à côté de nos pompes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je voudrais qu'on rende hommage à M. Gilles Serralini en ce qui concerne les OGM. Non mais arrête. On va passer aux questions. Je tiens à lui rendre hommage, car comment peut-on dire, ma vision extérieure me fait admettre que s'il n'avait pas été là, nous n'en serions peut-être pas là avec les OGM. Autrement dit, son combat, je crois, a porté ses fruits. Et si aujourd'hui nous avons tout de même une attitude de retrait en France, mais également au niveau de l'Europe, vis-à-vis des OGM, c'est grâce à lui qu'on le doit. Alors. Merci, professeur Bellepomme. Je crois qu'on va passer aux questions parce qu'on est déjà un peu en retard. On va prendre vos questions dans la salle. Attendez, oui, voilà, allez-y aux questions parce que... Je suis sûr que tu vas pouvoir répondre. Oui, vous allez voir, sinon ils vont vous poursuivre. Non, c'est parce qu'on n'a pas dit beaucoup d'espoir. C'est ça le problème, c'est qu'on a... Mais l'espoir, on les verra. Alors, posez-nous des questions d'espoir. Demain et après-demain avec toutes les solutions qu'on va aborder. Non, c'est pas certain parce que... Ah si, vous allez voir. Les problèmes d'espoir concernant la santé... Si. Allô. Allez-y. Gilles-Éric et Dominique Bellepomme, bonsoir. Gilbert Maury est l'appareil. Oui, je voudrais dire un mot sur les pesticides. Voilà. Je suis là. Je voudrais dire un mot sur les pesticides. D'abord, le mot pesticide tend à disparaître au profit d'un autre mot qui s'appelle traitement phytosanitaire. Tout le monde va comprendre. Pestis, esidium en latin, ça veut dire le meurtre et détruire. Vous pensez bien que ce n'est pas tellement commercial par rapport à phytosanitaire qui est la santé des plantes. Tout le monde comprendra. En deuxième lieu, les lobbies de la chimie qui fabriquent les pesticides sont les mêmes qui fabriquent les médicaments. Et les OGM. Chacun comprendra aussi. Ensuite, je me bats depuis quelque temps maintenant, comme un forcené, pour sensibiliser
les utilisateurs des pesticides, notamment pour les collectivités territoriales, au sein des gens qui traitent le bord des routes, les agents de la DDE. Nous allons attaquer le mois prochain les 533 communes de l'Isère, ainsi que les jardineries. Il faut savoir une chose, c'est que, contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les agriculteurs qui utilisent le plus de pesticides, mais les particuliers, 84%. 84%. Alors, ces terribles molécules qui menacent notre santé et surtout la stérilité de nos enfants, j'ai 3 filles et je ne sais pas si je serai grand-père, et croyez-moi, ça me mine chaque jour. Eh bien, c'est très difficile de changer des habitudes, surtout des mauvaises. Il est extrêmement difficile de convaincre ces gens-là, notamment les utilisateurs, qu'il existe des techniques alternatives, que nos grands-pères se débarrassaient des herbes sauvages avec de l'eau bouillante, et que c'est gratuit. Et qu'au mot gratuit, vous ne pouvez pas savoir comme les yeux s'ouvrent et comme les oreilles s'écartent. C'est très curieux. Un jour, il y avait un gars avec un pchit-pchit qui était en train de faire du désherbant dans ses mauvaises herbes dans sa cour. J'ai emmené ma fille chez la nounou. Je vais vite chez la nounou, je pose ma fille, je dis à ce gars, à la nounou, donne-moi vite une bouilloire. Très vite, fais-moi bouillir de l'eau, très vite. Elle me fait monsieur, attendez, il y a peut-être d'autres questions. Oui, j'arrive. Parce que dans la salle, il y a et puis j'ai porté l'eau bouillante rapidement. et j'ai mis l'eau bouillante sur l'herbe à la place du Roundup qu'il était en train de passer. Et je lui ai dit, tu vois, c'est de l'eau bouillante, c'est gratuit. Et donc, voilà. Il faut savoir qu'il existe des techniques alternatives. Il faut savoir que les pesticides nous menacent. Et il faut se battre contre. Et alors, attends, Dominique. Pour se battre contre, il y a une loi. L'article 323 du Code pénal qui est mise en danger de la vie d'autrui. Lorsque les tribunaux seront assommés de dossiers, de dépôts de plaintes, les choses se passeront. Sinon, rien ne se passera, croyez-moi. Bon, merci. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, excusez-moi, madame, j'ai le micro. Moi, ça serait une question plutôt pour... Où est-ce qu'il est ? Ah oui, là. Oui, voilà. Pour l'organisateur, Jean-Yves Casga, il me semble, j'aimerais savoir quelles sont les personnes des institutions municipales, régionales et même nationales qui sont présentes. Parce que ce que nous venons d'entendre m'a effaré, hein, c'est bien sûr catastrophiste. Mais j'aimerais savoir ces personnes, si elles sont là et ce qu'elles comptent faire, quoi. Voilà. Enfin, j'aimerais avoir une réponse par rapport à ces invitations qui sont données. Merci. Mais non, mais, cher monsieur, le véritable problème, c'est qu'il y a un décalage entre un certain nombre de données scientifiques actuelles qui vous ont été données, résumées précédemment, et la prise de conscience politique. La prise de conscience au niveau de la société civile existe, elle n'existe pas encore au niveau politique, ou en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette prise de conscience politique, pour cette prise de conscience, notre pays est la lanterne rouge de l'Europe actuellement. Car cette prise de conscience politique commence à exister. Elle existe déjà dans les pays du nord de l'Europe et elle existe au niveau de la Commission européenne. Et ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas rester, comme on vient de le faire, sur un état des lieux alarmiste. Il est essentiel que nous agissions. Car beaucoup d'entre nous, nous constatons, et lorsqu'il s'agit de passer à des mesures concrètes, on dit, ah ben c'est aux politiques de se débrouiller. Non, on ne peut pas dire ça. Il faut que les scientifiques montent au créneau et trouvent des solutions actuelles, et il faut que la société civile aussi trouve des solutions au niveau de la société. Et, si vous voulez, il y a 2 types de solutions aujourd'hui. Il y a d'abord des solutions individuelles, au niveau des mairies ou des communautés d'agglomération, au niveau des régions, qui peuvent être prises. Et c'est pour ça que l'appel de Paris va être envoyé à toutes les communes de France, comme il l'a été récemment à toutes les régions. Il faut certainement au niveau local avoir une charte d'éco-protection au niveau des mairies. Au niveau des régions, il faut infléchir la politique en faveur de la protection de l'environnement. Et puis, il faut également, bien sûr, des mesures à un plus haut niveau de notre pays si possible, mais au niveau de l'Europe. Et c'est là que je reviens sur la pollution chimique. Aujourd'hui, tout le monde constate qu'il y a des milliers de molécules dans l'environnement.
100 000 molécules. On n'en a étudié que 5 000 à peu près pour leur toxicité. Sur ces 5 000, quelques centaines seulement pour leurs propriétés cancéreuses, de cancérisation, mutagénique et de cancérisation. Et c'est pour cela que, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le programme REACH, européen REACH. Qu'est-ce que c'est que le programme européen REACH? R, registration, c'est-à-dire enregistrement, E, evaluation, A, authorization, CH, of chemicals. En quoi va consister ce programme européen? Premièrement, à harmoniser les 39 directives européennes concernant les problèmes de mise sur le marché des produits chimiques. Deuxièmement, réétudier une par une les 30 000 molécules chimiques actuellement sur le marché. C'est un énorme travail qui va demander 11 ans. Et vous voyez tout de même que c'est un énorme travail avec la prise de conscience qui a eu lieu au niveau de l'Europe. Alors, bien sûr, dans la première version de REACH, qui était beaucoup plus sévère que celle actuelle, nous avons eu une prise des oppositions venant des lobbies industriels, notamment. Mais aujourd'hui, j'étais le 19 dernier, justement, à la session inaugurale de parlementaires pour REACH, où j'ai présenté l'appel de Paris. Le train est pris, le train existe, il y en a qui resteront sur le quai, les industriels qui ne prendront pas le train en marche resteront sur le quai. Donc ça, c'est un espoir qui existe. Par ailleurs, la seule façon aujourd'hui de contrecarrer les lobbies industriels, je n'en vois qu'une au niveau européen, actuellement, c'est l'appel de Paris. Un appel qui a été signé par 500 scientifiques internationaux actuellement. Nous espérons avoir 1000 scientifiques, dont plusieurs prix Nobel, en particulier les 2 prix Nobel français, le professeur François Jacob et le professeur Jean Dosset. Jean Dosset m'ayant écrit en disant « je signe les demain ». Vous avez aussi Yves Coppens, etc. Vous avez Boris Cyrulnik, que vous verrez plus tard, demain, je crois. Le professeur Jean Bernard, le professeur Luc Montagnier qui a découvert le virus sida. Donc aujourd'hui, il y a tout de même au sein d'un certain nombre de scientifiques de haut niveau une prise de conscience disant « halte là ». Nous avons dépassé la ligne jaune concernant la chimie. Et il faut dire que nous ne sommes pas contre les industries à tout craint. Non, voilà. Le problème est que il est normal de développer l'industrie. Le problème réside dans les lobbies qui maintiennent une mauvaise information parce qu'ils profitent d'un système et que ce sont des industriels en fait dépassés par rapport à ceux qui se mettent aux normes et qui tirent les phénomènes par le haut. Conforter ce que tu viens de dire. Bon, je termine en disant. Mais il y a peut-être des questions. Oui, mais je termine rapidement. Cet appel, je vous demande de le signer. Il est signé par 2 millions de médecins par ailleurs. Il est ouvert à la signature. Très important. De tous les citoyens. Nous avons 100 000 citoyens européens qui ont déjà signé cet appel. Pour signer cet appel, je vais vous donner le site internet que vous pouvez avoir. C'est www.artac.info. artac.info. Vous allez le retrouver vous allez le dans les informations. Est-ce qu'il y a quelques questions? Attends, je termine encore. Ce que je voulais dire, c'est que pour le problème des industriels, ce n'est plus un problème maintenant. Le commissaire à l'industrie européen a clairement dit c'est l'intérêt de l'Europe de jouer la carte de la propreté, tout simplement, pour des raisons économiques. Car si l'Europe vend propre, elle va acquérir une plus grande part de marché. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'antagonisme entre une industrie vraie, une économie vraie, et les problèmes d'environnement. Alors peut-être pour ne pas frustrer les gens, on va prendre rapidement 5 questions et y répondre sans que les gens monopolisent trop le micro. Moi, je vais parler très, très rapidement, s'il vous plaît. Madeleine Madoré, nous sommes déjà rencontrés. Je voulais surtout vous remercier de l'action que vous êtes en train de mener, parce que ça fait bien longtemps qu'on attendait ça au niveau scientifique. Et puis je veux surtout remercier aussi M. Bellepomme qui inclut dans ses déclarations maintenant les facteurs physiques, qui nous parle de facteurs environnementaux, physico-chimiques. Et ça, je le remercie énormément parce que c'est quand même le parent pauvre, la physique actuellement. Nous avons exactement les mêmes déboires pour les facteurs environnementaux physiques que ceux que vous avez pour la chimie. Mais par contre, on a beaucoup moins de possibilités d'action au jour d'aujourd'hui parce qu'on pourrait unir les gens sur des problèmes que vous connaissez, qui m'intéressent, qui sont les radiations non ionisantes des téléphones portables.
On a énormément de difficultés à faire passer l'information. Or, nous savons aujourd'hui, il y a très peu de temps, il y a une quinzaine de jours, une déclaration du gouvernement anglais, des responsables qui demandent de ne pas utiliser les portables. Je pense que maintenant tout le monde l'a vu sur les antennes, puisque c'est quand même passé, même en France, dans les informations sur la 2, je crois, comme quoi il faut éviter l'utilisation des portables pour les enfants. Bon, vous avez parlé également, je vous en remercie, que l'enfance était en danger. Oui. Donc effectivement, d'avoir utilisé des portables, laissé utiliser des portables pendant si longtemps déjà, en France, la semaine suivante de cette intervention de l'Angleterre, en France, on dit encore qu'il n'y a pas de risque. Donc je ne sais pas si les enfants anglais sont plus fragiles que les Français, mais je ne le crois pas. Je voudrais tout de même faire une toute petite remarque à propos des radiations électromagnétiques pulsées, chère madame. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves scientifiques. Ça, c'est faux. Nous sommes également dans la même circonstance. Non, c'est faux. Non, je connais pas. J'ai vu M. Surbeck. Non. J'ai lu toute la littérature actuellement scientifique sur le sujet. Aujourd'hui, voilà ce que nous avons. Non, vous avez... Excusez-moi de vous contredire, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, tout le monde veut parler, je ne veux pas monopoliser pour ce problème qui n'est peut-être pas l'heure du jour pour tout le monde. Non, mais... La seule chose que je voulais vous dire, laissez-moi finir, c'est que nous avons exactement les problèmes d'expertise qui sont maintenus et qui sont demandés par les opérateurs, qui sont maintenus dans l'ombre. Oui. Et nous en avons sorti quelques-unes, bien entendu, puisqu'il y a un bout d'un moment, nous avons le programme Comobio qui avait été lancé en 2001, qui, lorsqu'ils ont trouvé, il y a un chercheur français qui a trouvé confirmation du passage de la barrière hémato-encéphalique par des molécules bien trop importantes pour qu'elles se retrouvent dans le cerveau, les crédits ont été arrêtés. Comobio a été arrêté du moment où on a trouvé ce genre de passage. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Mais nous sommes dans cette situation. Pour revenir sur les REMP, en 2 mots, il y a des indications biologiques formelles disant qu'il y a des possibilités de casser de l'ADN. C'est certain, ça. J'ai lu la littérature. Bon. Par contre, au niveau de la santé, pardonnez-moi, il n'y a encore rien de prouvé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre une mesure de précaution, c'est ce que je préconise. Mais par contre, au niveau épidémiologique, il n'y a encore rien de prouvé. Bon, on va prendre encore 2 questions parce qu'on est très très en retard. Non, vous voulez bien attendre 2 secondes, voilà. On est très en retard. Voilà. Là, on a 1 heure de parole. Hein. Voilà, donc il faudrait simplement que vous vouliez bien poser une question et pas faire un discours, merci, parce que sinon on ne pourra jamais recevoir Cyrulnik tout à l'heure. On a commencé à... Allez-y. Oui, vous m'entendez. Voilà, vous êtes spécialisé en cancérologie et monsieur en biologie moléculaire. Bon, on parle toujours des mêmes maladies, vous voyez. C'est très important le cancer, c'est très important le Parkinson, c'est très important l'Alzheimer, etc. Mais il y a d'autres maladies. Bien sûr, on n'a pu prendre que 3 exemples. Non, mais je vais vous dire une maladie dont on essaye par tous les moyens d'empêcher, en particulier en France, qu'elle émerge. C'est la fibromyalgie. À l'étranger, on parle d'encéphalomyélite myalgique dans les pays anglo-saxons. Syndrome fatigue chronique. Bon, on est 100 millions dans le monde. Bon, les invalidités sont très importantes. Et il y a une relation avec les pesticides. Il y a eu un rapport qui a été déposé il y a 3 ans par le docteur Pelot au ministère. On attend toujours de pouvoir faire des expertises et une corrélation entre les pesticides et ces problèmes de syndrome qui sont très atypiques. Le problème en France, c'est que maintenant, on a beaucoup de difficultés avec la clinique. Oui. Les médecins ne sont plus formés en clinique. Toxicologues, on les cherche. Vous savez très bien qu'il y a une fermeture de la toxicologie au CNAM. Donc, on est actuellement... ma génération, c'est elle qui a été touchée parce que le DDT est apparu en 1942. Donc, c'est passé intra-utéro. Et ça a aussi certainement entraîné des mutations. Il n'y a aucune possibilité de détoxification dont vous parlez, aussi bien rénale que du foie. Il n'y a aucun traitement à l'heure actuelle. C'est vrai que ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on était dans un paradigme où tout ce qui concernait les maladies d'origine chimique et même les effets des radiations électromagnétiques ou des particules, des pollutions physiques dues à des particules radioactives, toutes ces maladies aussi, qu'elles soient des problèmes musculaires, des problèmes nerveux, des problèmes aussi de maladies génétiques qui sont en augmentation, tout cela, on peut mal le corréler par l'épidémiologie classique à des agents parce qu'on a une problématique différente qui est l'accumulation lente des effets à long terme, des effets combinés.
Et donc on doit changer de méthode d'observation et avoir une médecine plus globale, on est d'accord. Mais il y a encore, et vous le soulignez, beaucoup de lacunes dans notre médecine aujourd'hui, et c'est aussi cela qu'on est venu dire. On va prendre une dernière question, celle de Jacques Ray, qui était sur la table ronde précédente. Oui. D'abord, je vais répondre à l'intervenant. Je suis conseiller municipal et dans ma commune, on a pris une délibération pour interdire les OGM. Mais ça n'a pas un gros effet, c'est simplement pour informer la population. On se doute bien que... Ça a un effet boule de neige, monsieur. Bon. Sur... Alors, ensuite, c'est pas négligeable. Je voudrais intervenir sur les problèmes de chimie et de santé, puisque ça a été ma spécialité. Je crois qu'en France, dans notre enseignement de la médecine, on a un retard considérable sur la formation à la prévention pour les médecins. Premier point. Deuxièmement, un retard aussi considérable sur l'épidémiologie. Ce qui fait qu'on manque de données bien souvent par rapport aux choses. Maintenant, par rapport aux produits chimiques, ce qui s'est passé, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est qu'on est passé d'un coup d'1 kilo à 1 million de tonnes et qu'on n'a fait aucune étude épidémiologique de ce 1 million de tonnes répandu sur un pays. Il m'est arrivé en tant qu'expert, lorsqu'on crée une nouvelle entreprise, auprès de l'étang de Berre ici, pour faire des additifs pour le carburant. Je dis, quels vont être les effets sur la santé? Ah, on ne sait pas. Et il est inadmissible que l'on puisse répandre 1 million de tonnes de produits sans connaître les effets sur la santé. Donc là, c'est un axe de bataille qu'il faut qu'on ait. Il faudrait que pour ces produits chimiques, on ait des autorisations de mise sur le marché en quantité, comme pour les médicaments. Je crois que ceci est très important. C'est ce que prévoit REACH, c'est-à-dire de par renforcer le dossier d'homologation. Oui, mais quand... c'est ce que prévoit REACH. Il y a 30 000 produits qui sont là-dedans et on n'a pas encore fait des études pour tout. Et je pense que c'est un progrès, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faudra être très vigilant. Tu me parais un peu optimiste par rapport au fait qu'il n'y ait pas de lobby. Parce que il y a un texte, bien, mais il faudra vérifier de près son application. Et je crois que c'est là... Il y a des lobbies. Tout à fait d'accord. Il y a des lobbies. Oui. Mais je pense que la situation de la France au sein de l'Europe est un peu particulière, car nos lobbies en France, et en Allemagne, certes, sont certainement beaucoup plus puissants que dans les autres pays. Oui, oui. Et alors, on a des lobbies internationaux maintenant. Il y a des lobbies internationaux, mais il y a des politiques. Les politiques de la Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, de la Norvège, sont des politiques qui sont environnementalistes et donc qui ont minimisé les lobbies. Ce qui n'est pas le cas de la France, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, de l'Espagne. Ni de l'Angleterre. En tout cas, à nous, par vos réactions, par votre écoute, vous nous avez rendu espoir, alors merci. Merci. Merci Gilles-Éric Serralini et merci Dominique Bellepomme.